Bonsoir. Donc effectivement, moi je vais vous parler des traces laissées par nos comportements et notre histoire dans l'ADN, et donc à l'inverse, comment on utilise les données génétiques pour retracer des éléments de notre histoire et de notre évolution. Alors déjà, je replace un peu dans le contexte. Le génome humain, c'est 23 paires de chromosomes, c'est 3 milliards de paires de bases, c'est-à-dire l'ADN est fait de lettres, et un ADN d'un individu, c'est 3 milliards de lettres. Bon, dans l'ADN, il n'y a que 4 lettres possibles, il y a A, C, T et G, et donc l'ADN d'un individu, c'est cette succession de lettres A, C, T, G, etc. Donc 3 milliards de ces lettres, et le génome complet d'un être humain a pu être lu assez récemment, parce que ça date de 2001, et donc on a pu mesurer qu'il y avait dans notre génome entre 20 et 25 000 gènes, c'est-à-dire des bouts d'ADN qui, entre guillemets, servent à quelque chose. Pour l'essentiel, notre ADN ne sert, entre guillemets, à rien, il ne nous change pas. Il est ce qu'on appelle assez rapidement de l'ADN dit poubelle, parce qu'en fait, on n'en connaît pas la fonction. Mais la partie de l'ADN qui n'est pas poubelle correspond à entre 20 et 25 000 gènes. Quand ces chiffres sont sortis, ça a été une surprise, parce que c'est à peu près le même nombre de gènes que la mouche des généticiens, la drosophile, alors qu'on pensait, bien sûr, comme on est une espèce beaucoup mieux que les mouches, qu'on avait au moins 100 000 gènes. Mais non, on en a 20 ou 25 000, on n'a pas un nombre de gènes particulièrement important. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cet ADN, c'est que l'ADN subit constamment des mutations, c'est-à-dire à chaque fois qu'il est dupliqué, il s'abîme un peu, il n'est pas très bien réparé, et donc on a à chaque fois des nouveautés qui apparaissent dans l'ADN, qui sont ce qu'on appelle les mutations. La plupart de ces mutations, encore une fois, ne changent rien, vu que je vous avais dit que la plupart de l'ADN est de l'ADN entre guillemets poubelle, mais néanmoins, ces mutations, c'est celles qu'on utilise quand on veut retracer nos histoires et nos origines. Quand on compare deux êtres humains sur la planète, on a environ 1 pour 1000 de différence. Donc je vous avais dit, on avait 3 milliards de lettres qui formaient notre ADN, ce qu'on appelle des paires de bases. Et donc 1 pour 1000, ça veut dire qu'on a 3 millions de différences, grosso modo, entre deux individus. Alors avec l'ADN, la première chose qui a été faite, ça a été de nous placer dans l'histoire évolutive des primates, et donc de nous situer l'homme par rapport à nos cousins, les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, etc. Et donc l'ADN a permis de démontrer que nos plus proches cousins sont l'ensemble bonobo-chimpanzé, et à l'inverse, les plus proches cousins des bonobos-chimpanzés, c'est bien l'homme. Notre cousin un peu plus lointain, c'est le gorille, etc. Et en en calculant le nombre de différences qu'il y a entre un génome d'être humain et un génome de chimpanzé, un génome de gorille, etc., on peut calculer. À partir de ce nombre de différences, ça nous donne une idée de quand date la séparation entre les espèces. Donc, grosso modo, on a 1% de différence génétique entre un homme et un chimpanzé. Donc, pour vous situer par rapport au 1 pour 1000 entre deux êtres humains, il y a 10 fois plus de différence entre un homme et un chimpanzé qu'entre deux hommes. Et ça correspond à une séparation des espèces de l'ordre de 4 à 8 millions d'années. Donc notre espèce, on peut dire formellement, le rameau qui va donner naissance à notre espèce date de 4 à 8 millions d'années. Donc 1% de différence entre l'homme et le chimpanzé, et 1 pour 1000 de différence entre deux hommes. Alors, les travaux à partir de ces différences génétiques ont permis, je dirais, de tester des hypothèses qu'on avait sur l'histoire de notre espèce actuelle. Alors, l'histoire de notre espèce actuelle, il y avait différents scénarios quand les données génétiques ont commencé à s'emparer de la question de nos origines. Il y avait deux scénarios qui sont représentés schématiquement ici. Donc, en bas, on a le passé. On sait que la lignée des hommes a évolué et émerge de l'Afrique, et on sait aussi par les restes fossiles
qu'il y a environ 1,8 million d'années, les Homos sortent d'Afrique et vont coloniser l'Europe et l'Asie. Et donc, dans la première hypothèse dite multirégionale, on a une évolution comme ça sur chacun des continents, donc qui date finalement d'une séparation assez récente, assez ancienne, pardon, il y a environ quasiment 2 millions d'années, avec des évolutions spécifiques sur chacun des continents. Dans l'autre hypothèse qui a été émise, bien sûr, le départ est le même, la lignée Homo évolue en Afrique, on a la sortie il y a 1,8 million d'années environ, mais on a à nouveau une sortie récente qui correspond à la sortie de notre espèce sapiens d'Afrique, qui va coloniser l'Europe et qui va coloniser l'Asie. Et dans ce cas-là, les descendants des premières sorties, eux, se sont éteints. Et donc on appelle ça l'hypothèse d'origine africaine récente, avec une origine en Afrique, une sortie d'Afrique, aux environs de 100 000 ans. Alors, pourquoi la génétique a permis de trancher entre ces deux hypothèses? Eh bien, c'est assez simple et logique. Si les populations humaines des 3 continents se sont séparées il y a longtemps, il va y avoir des fortes différences génétiques entre les différents continents. Il y aura eu le temps, dans chacun des continents, d'accumuler des mutations différentes d'un continent à l'autre qui vont créer des grandes différences entre les êtres humains qui habitent dans différents continents. À l'inverse, dans l'hypothèse d'origine africaine récente, comme la séparation entre guillemets entre les 3 continents est beaucoup plus récente, on a moins eu le temps de créer des différences entre les continents. Donc, sous cette hypothèse-là, on attend peu de différences génétiques entre les individus d'Europe, d'Afrique et d'Asie. On peut même, avec les outils de la génétique, calculer exactement combien on attend de différences selon tous ces scénarios. Et toutes les données génétiques actuelles vont clairement dans le modèle de l'origine africaine récente. C'est-à-dire toutes les données génétiques démontrent qu'effectivement, c'est ce scénario-là de notre histoire, de notre évolution qui est le bon, une origine africaine il y a environ 100 000 ans, ce qui permet de dire qu'on vient tous d'Afrique et relativement récemment. Enfin, 100 000 ans, c'est récent à l'échelle de l'évolution des espèces, c'est un peu long à l'échelle d'une vie humaine. Et voilà. Donc, premiers éléments qu'a pu amener donc, les études génétiques. L'autre élément très intéressant, c'est que si on regarde la distance des populations humaines, donc là, chaque point, c'est une population humaine, et là, sur cet axe-là, vous avez la distance à l'Afrique. Donc quand on est là, c'est des populations qui sont éloignées d'Afrique, et là, c'est des populations donc proches de l'Afrique, voire en Afrique. Et là, ce qu'on mesure, sous ce nom savant, c'est tout simplement la diversité génétique qu'on trouve dans les populations. Et donc on voit que les populations humaines où il y a le plus de diversité génétique, ce sont les populations, en Afrique, et que plus on s'éloigne de l'Afrique, plus la diversité génétique qu'on trouve dans les populations décroît. Et ça aussi, c'est un argument très fort pour une origine africaine. Les populations, on vient d'Afrique où il y avait beaucoup de diversité, et plus on s'éloigne d'Afrique, plus on perd de la diversité génétique. Ce qu'on peut représenter schématiquement comme ça, on imagine avant la sortie d'Afrique, donc il y a beaucoup de diversité génétique en Afrique qui est représentée par tous ces ronds de toutes les couleurs. Et au moment où on sort d'Afrique, bien sûr, tous les êtres humains qui habitaient en Afrique ne sortent pas, c'est seulement un sous-groupe qui va aller un peu plus loin. Et comme c'est seulement un sous-groupe, par définition, il ne peut pas amener toute la diversité génétique qu'il y avait en Afrique. Donc, les premiers qui sortent d'Afrique ont seulement une petite partie de toute la diversité génétique qu'il y avait en Afrique. Et en plus, après, on a comme ça une colonisation de proche en proche, et à chaque fois qu'un petit groupe va un peu plus loin, il amène qu'un petit bout de la diversité génétique de là où il venait. Donc, en s'éloignant, plus on s'éloigne d'Afrique, plus on perd, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, cette diversité génétique. On appelle ça des effets fondateurs. À chaque fois qu'on fonde une nouvelle population, on a moins de diversité génétique que la population mère d'où on vient. Alors,
Nouveau venu dans les données génétiques, donc je vous ai dit 2001, le séquençage du génome humain, et il y a eu en 2010 des travaux aussi qui ont permis de réfléchir l'histoire de notre espèce. C'est des données qu'on appelle de l'ADN ancien, c'est-à-dire où on arrive cette fois-ci non seulement on arrive à extraire de l'ADN de restes fossiles anciens, et notamment dans ce cas-là, des restes anciens d'ADN de l'homme de Néandertal. Et voilà ce que je vais vous présenter. En fait, c'est la question, donc je vous ai dit, on est dans le modèle où on sort d'Afrique il y a environ 2 millions d'années, on évolue sur chacun des continents, mais on a à nouveau une sortie d'Afrique récente, donc celle qui correspond à notre espèce. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la rencontre, je dirais, de ces différents rameaux de l'humanité? Donc schématiquement, une sortie ancienne d'Afrique a évolué sur place et a donné Néandertal, et par contre, l'homme moderne qui en Europe donc s'appelle l'homme de Cro-Magnon, lui correspond à la sortie ici beaucoup plus récente d'Afrique. L'homme de Néandertal, voici à peu près les sites où on a retrouvé des restes correspondant aux hommes de Néandertal. Donc c'est un homme fondamentalement européen, en fait on pourrait dire plutôt eurasiatique, parce que cette carte date d'une dizaine d'années, et depuis il y a des Néandertals qui ont été trouvés jusqu'en Sibérie. Donc l'ère vraiment où vivait l'homme de Néandertal, c'est, on peut dire, l'Eurasie. L'homme de Néandertal, schématiquement, il vit donc sur le continent eurasiatique de moins 300 000 ans jusqu'à à peu près moins 30 000 ans. Il disparaît il y a environ 30 000 ans. L'homme moderne, lui, arrive en Europe il y a environ 40 000 ans. Donc pendant 10 000 ans, vous avez en Europe de l'homme moderne, donc l'homme de Cro-Magnon, et vous avez les derniers représentants de l'homme de Néandertal. Alors, pour analyser ce qui s'est passé à ce moment-là, ça c'est un exemple d'un homme de Néandertal, un des beaux spécimens qu'on a au Muséum d'histoire naturelle et justement qui sera exposé au Musée de l'Homme. Donc, une équipe a imaginé que l'on pouvait extraire de l'ADN de ces restes anciens qui datent de 40, 50, 60 000 ans. Et les premiers travaux, je dirais préliminaires, qu'ils ont faits, qui ont montré que c'était faisable, datent, vous voyez, de 1997, où ils sont arrivés effectivement à extraire une toute petite portion d'ADN de Néandertal. Les technologies évoluant, en 2010, ils publient 60% du génome de Néandertal. Donc ils sont arrivés vraiment à avoir une bonne représentation de l'ADN de cet homme maintenant complètement disparu. Donc là, c'est les différents hommes de Néandertal qu'ils ont analysés dans leurs études. Et la conclusion de leur article est très intéressante. Ils montrent que les Néandertaliens sont plus proches génétiquement des non-africains que des Africains. C'est-à-dire les Néandertaliens sont proches des Européens, des Asiatiques. Ils ont aussi un échantillon de Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire d'Océanie. Et donc, quand on regarde le génome de Néandertal, eh bien, il est plus proche du génome, on va dire, d'un Européen que du génome d'un Africain. Et une hypothèse pour expliquer ça, c'est qu'il y aurait eu du mélange au moment où Néandertal sort d'Afrique. Il se serait mélangé avec... non, au moment où l'homme moderne sort d'Afrique, il se serait mélangé avec les Néandertaliens. Donc ici, c'est un peu toujours le même schéma. En bas, on a le passé, en haut, on a le présent. Il y a des sorties d'Afrique assez anciennes. Il y en a une un peu plus récente qui correspond à Néandertal. Néandertal arrive en Europe où il évolue. Et un peu plus tard, vous avez à nouveau la sortie d'Afrique, ici, de notre espèce, qui arrive en Europe et donc qui est en contact avec l'homme de Néandertal. Et les travaux génétiques montrent qu'en fait, l'homme de Néandertal est plus proche des hommes non africains que des hommes africains, ce qui permet de dire qu'il y a vraisemblablement eu du mélange, et qu'il y a eu du mélange au moment où l'homme moderne sort d'Afrique, avant qu'il aille d'un côté en Asie, de l'autre côté en Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l'autre côté en Europe. Au moment où il sort d'Afrique, il se mélange avec l'homme de Néandertal, et après il emmène une partie de cet ADN de Néandertal à la fois en Europe,
en Asie et aussi en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Alors, il y a d'autres manières d'expliquer le fait que l'homme néandertal soit plus proche des populations humaines sorties d'Afrique que de celles qui sont restées en Afrique. C'est une autre hypothèse qu'ils ont émise dans l'article, mais comme elle est plus compliquée, elle a été beaucoup moins reprise par les journalistes. Donc l'autre hypothèse, c'est tout simplement qu'en Afrique, vous voyez, ça c'est le petit pointillé, en Afrique, vous auriez deux populations. Une population A, par exemple en Afrique de l'Est, et une population B, on va dire par exemple en Afrique de l'Ouest. Néandertal serait issu de la population A, on va dire d'Afrique de l'Est, donc c'est la première sortie. Et à nouveau, lors de la sortie d'Afrique de l'homme moderne, les hommes modernes qui sont sortis seraient aussi issus de cette population A à nouveau, et non pas de la population B qui correspondrait à des gens, entre guillemets, qui ne seraient pas sortis d'Afrique. Dans ce cas-là, aussi, on trouverait une proximité génétique plus forte entre les individus qui sont sortis d'Afrique et les néandertaliens, parce que tous, ils viendraient de la même sous-population en Afrique. À l'inverse, les gens qui maintenant vivent en Afrique seraient descendants de l'autre sous-population africaine qui ne serait pas sortie d'Afrique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la structure ancestrale, c'est-à-dire qu'en Afrique, on aurait eu dans le passé une structure avec des populations assez différentes. Alors, c'est un débat qui fait rage dans la littérature scientifique. Il y a régulièrement des tenants d'une hypothèse qui publient et des tenants de l'autre hypothèse. Ce n'est pas encore complètement tranché entre les deux hypothèses, sauf un article qui vient de sortir assez récemment, qui est une analyse d'un ADN ancien, cette fois-ci d'un homme moderne, donc d'un sapiens comme nous, qui date de 45 000 ans. Et ce qu'il y a de représenté, donc c'est la ligne ici en haut, et ce qu'on représente là schématiquement en jaune, c'est les petits bouts d'ADN de Néandertal qu'il a reçus suite au mélange avec l'homme de Néandertal. Or, si il y a qu'une manière d'expliquer ça, c'est vraiment l'hypothèse de mélange entre l'homme moderne et l'homme de Néandertal. L'hypothèse de population africaine séparée en sous-populations, donc l'hypothèse, on dit, de structure ancestrale, ne permet pas d'expliquer de tels résultats. Donc on peut dire maintenant, grâce à ce papier qui est sorti, je crois, il y a 15 jours, qu'effectivement, c'est vraiment l'hypothèse de mélange avec l'homme de Néandertal qui est la bonne hypothèse. Donc, schématiquement, je vous refais toujours le même schéma. On a une première sortie il y a 1,8 et 2 millions d'années. On a une nouvelle sortie d'Afrique qui va donner la branche qui va devenir Néandertal. On a une sortie encore d'Afrique qui va donner Sapiens, l'homme moderne, donc l'homme de Cro-Magnon. Au moment où il se rencontre avec l'homme de Néandertal, on a un mélange génétique avec l'homme de Néandertal, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, parmi nous, on a entre 1 à 4% de notre génome qui vient de Néandertal. Et donc c'est le schéma à l'heure actuelle qui est le plus, je dirais, le plus compatible avec toutes les données qu'on peut avoir, toutes les données génétiques qu'on a à l'heure actuelle. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que maintenant, on arrive à voir quel bout du génome on a qui viennent de Néandertal ou pas. Alors, d'un individu à l'autre, c'est différent. Bon, ça ne fait pas des grosses différences, parce que quand même, Néandertal et nous, on est très très similaires génétiquement. Donc, même si on reçoit des génomes de Néandertal, ça ne fait pas de nous des gens très différents, sauf pour certains gènes qui sont assez intéressants. Par exemple, des gènes qui ont permis l'adaptation à l'altitude. Visiblement, ce seraient des gènes qu'on aurait attrapés de nos cousins Néandertal et l'autre cousin Denisova. L'ADN ancien a permis aussi de trouver, entre guillemets, une nouvelle espèce qu'on appelle l'homme de Denisova. Denisova s'est situé dans le sud de la Sibérie et il y a eu un petit reste, je crois que je l'ai en photo, il y a une dent qui a été trouvée, on ne savait pas à quelle espèce cette dent appartenait et coup de chance, on est arrivé à extraire l'ADN de cette dent, donc faire une étude d'ADN ancien et ça a permis de trouver une nouvelle espèce, là vous voyez en rouge, Denisova,
qui est un proche cousin de l'homme de Néandertal. Donc voilà, on a Néandertal, son cousin c'est Denisova, et nous sommes des cousins de cet ensemble, Néandertal-Denisova. Et donc c'est Denisova, c'est suite à des croisements. Alors juste que je vous montre, donc ça c'est la représentation des populations humaines qui auraient eu des croisements avec Denisova. Donc qui auraient dans leur génome un petit peu de Denisova. Et donc en noir, c'est les populations où on retrouve la plus forte proportion de génomes issus de Denisova. Vous voyez, on le trouve surtout en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie. Donc, ah oui, et donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que parmi les bouts de génome que ces individus-là ont récupérés de Denisova, il y a un gène qui permet l'adaptation à l'altitude et qui a été trouvé dans les populations tibétaines. Donc les populations tibétaines ont, ont une adaptation à l'altitude qui existe grâce à un gène, un variant génétique qui a été sélectionné chez les Tibétains. Et ce variant génétique du gène qui permet de mieux s'adapter à l'altitude viendrait de ces mélanges avec l'homme de Denisova. Donc, schématiquement, voilà où on en est de l'histoire de notre espèce en conciliant à la fois les données génétiques et paléoanthropologiques. Donc, notre espèce, au sens paléanthropologique, émerge il y a 200 000 ans. C'est-à-dire, il y a 200 000 ans, on commence à trouver des crânes qui ressemblent à l'homme moderne. On sort d'Afrique il y a 70 000, 50 000 ou 100 000 ans. Bon, c'est pas encore très précis les datations. Une branche part coloniser l'Australie, qui est colonisée très tôt, il y a 50 000 ans. Et il y a une colonisation de l'Europe et de l'Asie continentale il y a environ 40 000 ans. Puis une colonisation beaucoup plus récente de l'Amérique par le détroit de Bering entre 15 000 et 20 000 ans. Au moment où l'homme moderne sort d'Afrique, il y a ici des mélanges avec les hommes de Néandertal, et au moment visiblement où cette vague de peuplement va vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie, il y a des mélanges avec l'homme de Denisova. Donc, une fois qu'on sort d'Afrique, il a fallu bien sûr qu'on s'adapte au climat. Je vous rappelle que nous, on est une espèce tropicale. Naturellement, nous sommes des espèces, nous devrions vivre que dans des zones tropicales. On est issus des tropiques. Et donc, lorsqu'on sort d'Afrique, notre espèce, bien sûr, on rencontre des nouveaux climats auxquels il a fallu s'adapter. C'est ça qui explique la diversité. Donc les traits qui ont permis de s'adapter montrent une grande diversité entre les populations humaines parce qu'ils dépendent de l'environnement dans lequel vivent les populations humaines. C'est le cas notamment pour la couleur de la peau. Il y a eu je dirais, quand on vivait en Afrique, donc on avait une couleur de peau foncée, ce qui permet de résister à un ensoleillement trop fort, à des rayons du soleil trop forts. Mais quand on est allé coloniser des espaces plus au nord où il y a moins de soleil, il y a eu une sélection pour des couleurs de peau plus claires qui permettent de mieux assimiler les rayons du soleil et donc de faire la synthèse de la vitamine D. Donc, on connaît maintenant les gènes qui sont impliqués dans la couleur de la peau. Il y en a majoritairement 5 qui expliquent l'essentiel de la variabilité de couleur de peau à travers la planète. Donc l'autre adaptation, je vous ai dit, pour lesquelles on a trouvé clairement les gènes impliqués, c'est ici, donc au Tibet, l'adaptation à l'altitude, pour lesquelles un gène a été trouvé qui explique l'adaptation à l'altitude, et d'autres gènes sont impliqués dans l'adaptation à l'altitude dans les Andes, mais on n'a pas encore trouvé les gènes impliqués dans l'adaptation à l'altitude en Éthiopie. Donc ça, c'est des exemples. Alors, la plupart des différences entre les individus, ce n'est pas des adaptations. Je vous ai dit, en grande majorité, le génome est fait, on dit, d'ADN poubelle. Donc, la partie vraiment qui sert à quelque chose et qui permet de s'adapter est assez réduite. La plupart des différences entre les individus, c'est donc des différences génétiques qui vont raconter notre histoire.
Alors, quand on regarde les populations humaines sur la planète, il y a un pattern qui émerge, qui est très clair et qu'on retrouve partout. C'est un lien entre la génétique et la géographie. C'est ce qui est représenté ici. Vous avez les distances géographiques et les distances génétiques. Des populations qui sont proches géographiquement sont aussi proches génétiquement. Les gens échangent des gènes parce qu'ils se marient, parce qu'ils vont vivre dans une population à l'autre. Il y a des migrants et donc on se ressemble beaucoup génétiquement. À l'inverse, des populations qui sont plus éloignées géographiquement sont aussi plus différentes génétiquement. Donc, par exemple, là, c'est un exemple de population référence qui est étudiée souvent pour étudier la diversité humaine. Et voilà la représentation des proximités génétiques entre les différents individus qui sont analysés. Plus deux individus sont proches sur ce graphique, plus ils sont proches génétiquement. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est un ensemble de populations africaines. Les individus se ressemblent beaucoup parce qu'ils sont dans la même zone géographique. Ici, vous avez en vert les populations d'Europe. Les individus des populations d'Europe se ressemblent beaucoup parce qu'ils viennent de la même zone géographique. Pareil ici en Océanie. Alors, à partir de ces différences, on arrive à retracer des groupes d'origine géographique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, il est développé à l'heure actuelle des kits qui permettent de retracer l'origine géographique des individus. Donc on peut maintenant, avec environ une trentaine de marqueurs génétiques, retracer l'origine géographique en termes de continents. On peut savoir si un individu vient d'Afrique, s'il est amérindien, s'il vient d'Europe ou s'il vient d'Asie de l'Est. Donc, en fait, dans les données génétiques, on a la trace de ces origines géographiques des différents individus. Pareil, même à l'échelle de l'Europe. À l'échelle de l'Europe, cette étude, chaque point sont des individus qui ont été échantillonnés et on a retrouvé de la même manière des informations géographiques très proches. C'est-à-dire, par exemple, là, les individus portugais et espagnols se ressemblent génétiquement, les Français et les Suisses se ressemblent génétiquement. Voilà, donc ils sont un peu plus éloignés des Italiens ou des Anglais, etc. Donc même à l'échelle de l'Europe, on a cette signature de l'origine géographique. Et d'ailleurs, une des conclusions de l'article, c'est de dire qu'à partir des données génétiques, on peut retracer à 500 km près d'où vient quelqu'un en Europe. Bon, alors, toutes ces études, c'est vrai que pour les gens qui ont leurs 4 grands-parents qui viennent du même endroit, quand c'est des individus très mélangés, donc par exemple comme un Africain-Américain qui a à la fois des origines d'Afrique et des origines d'Europe, ça ne marche pas aussi simplement. Le génome est des mosaïques de bouts d'origines différentes. Ça, c'est schématiquement un génome d'un Afro-Américain. Il a des bouts de génome qui viennent d'Afrique, des bouts de génome qui viennent d'Europe, des bouts de génome qui viennent d'avant la séparation, avant la sortie d'Afrique. Donc dans ce cas-là, les individus, c'est vraiment clairement des mosaïques. Et donc là, je vais juste passer sur le deuxième aspect de ce qu'on peut utiliser avec les données génétiques, c'est de voir comment, dans notre évolution, les traits culturels aussi ont pu jouer dans notre évolution. Jusqu'à maintenant, à peu près tout ce que je vous ai raconté, on peut faire exactement la même histoire si on étudie des animaux, des plantes, etc. Vous avez une population qui sort d'un endroit, qui va coloniser, qui s'adapte à des nouveaux environnements, etc. Mais une des spécificités de l'homme, et moi celle qui m'intéresse énormément, c'est que l'homme aussi transmet de la culture. On est éminemment culturel et on transmet non seulement à nos descendants des informations génétiques, mais on transmet aussi des informations culturelles au sens large. Et donc, ce qui m'intéresse énormément, c'est de comprendre comment le fait qu'on fasse cette transmission aussi de la culture a pu jouer aussi sur notre évolution et sur notre diversité biologique. Et pour ça, un des traits culturels qu'on transmet le plus, enfin qui est assez facile à comprendre, c'est par exemple la langue. La langue que l'on parle.
Et donc, il y a des généticiens qui se sont intéressés dès les années 80-90 à cette interaction, je dirais, entre la langue et entre la diversité linguistique et la diversité génétique. Alors, vous savez certainement tous que les langues sont regroupées dans ce qu'on appelle des familles linguistiques, dont là, vous avez une carte schématique. Il y a plusieurs, on peut faire plusieurs cartes avec les familles linguistiques, mais celle-là, elle est assez classique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, on parle sur Terre environ 6000 langues. Il n'y en a que 200 qui sont des langues aussi écrites. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, la diversité linguistique est vraiment une diversité culturelle forte dans notre espèce. Et donc, un éminent chercheur qui s'appelle Luca Cavalli-Sforza, dans les années 80, a mis en parallèle un arbre des proximités génétiques entre les populations et un arbre des proximités linguistiques entre les populations. Et il a vu que ça concordait pas mal, c'est-à-dire qu'en général, des populations qui parlent des langues similaires se ressemblent génétiquement plus que des populations qui parlent des langues assez dissimilaires. Et donc, dans le cadre je dirais de cette pensée, nous, on a voulu monter un projet en essayant de voir qu'est-ce qui se passe à un endroit de la planète où on a deux familles linguistiques qui se rencontrent. Est-ce qu'effectivement, des individus qui parlent des langues de familles linguistiques différentes ne se mélangent pas entre eux? Est-ce qu'on voit vraiment des différences fortes génétiques entre des individus qui parlent des langues différentes? Et donc, pour ça, on a choisi de travailler en Asie centrale, parce qu'en Asie centrale, on a le grand groupe des langues dites turques qui rencontre le grand groupe des langues dites indo-iraniennes. Donc ça me permet de vous montrer un peu, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, quand même, ça part de données de terrain. Il y a quand même un moment où on est allé sur le terrain et on allait récolter l'ADN de différentes populations humaines. Alors, je me suis permis de vous montrer des photos de terrain pour un peu montrer en pratique comment ça se passe. Donc ça, c'est des individus donc, qui sont éleveurs nomades, qui sont des Kirghizes, qui font partie du groupe des gens qui parlent des langues turques. Donc effectivement, comme vous voyez, c'est des nomades qui vivent encore, pas tous, mais il y a quand même une partie qui vivent encore beaucoup avec le cheval et qui font beaucoup d'élevage de chevaux. Donc l'été, ils vont bien sûr dans des campements où il y a des yourtes. Il y a des marchés. Là, c'est un marché, par contre, de population plutôt indo-iranienne. Les indo-iraniens sont traditionnellement agriculteurs. Donc ça, c'est par exemple des photos au Tadjikistan, donc dans les populations... les Tadjiks sont des populations de langue indo-iranienne, donc c'est des agriculteurs. Et c'est aussi il y a beaucoup d'indo-iraniens aussi qui vivent en ville, donc les très belles villes d'Asie centrale. C'est une zone du monde où l'homme a domestiqué plusieurs espèces importantes, comme les abricots, les pommes, les roses, les tulipes. Bon, c'est peut-être moins important, mais c'est important quand même. Et donc là, c'est des exemples de tous les fruits séchés qu'on peut trouver là-bas, dans ces pays-là. Alors, les populations sur lesquelles on a travaillé sont situées dans les 5 républiques d'Asie centrale, qui sont des républiques de l'ex-URSS, donc qui ont une structure hiérarchique et un mode de fonctionnement très hiérarchique et administratif. Et donc, pour pouvoir travailler là-bas, il faut bien sûr aller rencontrer toutes les autorités. Donc, on part en général du ministère. Après ça, on va dans la région et on discute avec le chef de la région. Après ça, on va voir le chef de la sous-région, et après ça on va voir le chef de district, et après ça on arrive au maire ou au médecin local. Donc il faut toujours, on part beaucoup de temps à faire des discussions administratives, et donc on offre des tours Eiffel. Et oui, ça marche encore, il y a encore des pays où ça marche, et des tours Eiffel donc de taille adaptée à l'importance administrative de la personne. Donc là, vous voyez, d'ailleurs ça se voit, rien qu'en le voyant, c'est un homme important, il a reçu une grande tour Eiffel. Voilà.
Bon, alors il y a des fois, c'est beaucoup plus décontracté, hein, où on discute avec les gens, c'est très sympa. Il y a de la vodka, là, d'ailleurs. Il faut toujours boire de la vodka. Donc ici, c'était aussi en Russie. Et là, on commence à arriver au niveau du village. Donc d'ailleurs, vous remarquez, la table est beaucoup plus petite, hein. Et donc là, c'est un maire. Donc on discute, comme d'habitude, tous les pourparlers, avec bien sûr toutes les lettres. On rigole bien quand même de temps en temps, parce que c'est quand même assez long, toutes ces conversations. Et donc là, on arrive au moment où, en fait, avec les populations locales, avec les autorités locales, on choisit le village dans lequel, après, on va aller échantillonner. Donc après, il faut trouver le village sur la carte. Et on y va. Et alors, il y a des fois où on arrive dans le village et on n'arrive pas à avoir assez de gens à échantillonner, entre guillemets. Et donc là, en fait, c'était un petit bourg où on était arrivé, où en fait, il y avait le bazar. Et là, c'est pas des chevaux à vendre, c'est le parking. Donc les gens viennent à cheval là-bas. Et on a rameuté la foule par la radio du marché, en leur expliquant qu'on venait pour analyser voilà, les diversités des populations en Asie centrale. Puis finalement, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour se prêter au jeu de nos études. Donc bien sûr, on prend du sang, des fois chez les gens directement. Et maintenant, on a développé des nouveaux protocoles quand on peut pas, quand on n'a pas accès à une infrastructure de laboratoire pas trop loin. On prélève là, si vous voyez ici, on prélève de la salive, donc dans des tubes. Bon, on mesure les gens. Et en même temps, on a un minimum de questionnaires pour décrire les individus, savoir d'où viennent leur épouse, leurs parents, leurs grands-parents, les informations sur leurs enfants, on demande quelle langue ils parlent, des groupes de filiation, je reviendrai dessus, et puis bien sûr les origines géographiques. Donc ça, c'est voilà, on remplit les questionnaires. On fait en même temps, donc je vous ai dit comme on voulait faire une étude linguistique, en même temps on a fait de l'échantillonnage linguistique, je vais vous expliquer après ce qu'on a fait précisément là-dessus. Et donc quand on prélève du sang, tous les soirs il faut faire des manips de labo pour, à partir du sang, arriver à ne garder que les globules blancs qui contiennent, eux, de l'ADN, et à exploser ces globules blancs et les garder dans un produit qu'on met qui permet une conservation à la température ambiante. Donc dans les endroits où on ne peut pas avoir accès à de l'électricité, c'est pour ça qu'on développe plutôt des protocoles avec la salive, mais qui donnent de l'ADN de moins bonne qualité. Donc voilà là, un exemple de résultat d'une mission avec tous les tubes. Des fois, on a quelques déconvenues, des très grosses déconvenues. Mais voilà, donc ça, c'est une carte qui représente un peu toutes les populations qu'on a pu, pour l'instant, échantillonner. Donc autant en Asie centrale, ici, qu'en Sibérie. Alors, juste là, sur les coins du monde où on a le plus travaillé sur l'interaction génétique et linguistique, donc c'est en Asie centrale, donc où on a des populations qui parlent le karakalpak, d'autres le kazakh, d'autres le kirghize, d'autres le tadjik, d'autres le turkmène, et bien sûr des populations ouzbèques. Alors, schématiquement, déjà, là, on représente la diversité génétique dans l'ensemble de l'Eurasie. Alors, en bleu et en orange, ce sont nos populations qu'on a échantillonnées et qui se situent, vous voyez, intermédiaires entre ici les populations européennes et ici les populations d'Asie de l'Est. Donc, c'est à l'échelle du continent, on retrouve bien le gradient général que je vous ai dit d'une proximité à la fois génétique et géographique. Donc on retrouve bien ce gradient. Maintenant, si on zoome sur juste nos populations en Asie centrale, eh bien, en fait, les choses se compliquent un peu. Parce que, par exemple, ici, vous avez en rouge deux populations qui sont très proches génétiquement. Ça, c'est le graphique qui représente les proximités génétiques. Et elles sont très éloignées géographiquement. Elles sont d'un bout à l'autre de l'Asie centrale. À l'inverse, deux populations qui sont proches géographiquement, donc là les deux en bleu, ici sont relativement éloignés d'un point de vue génétique. Donc on n'est pas dans une zone du monde où on a ce gradient géographique génétique, mais où on a ces points-là. On a des populations qui à la fois sont éloignées géographiquement, mais proches génétiquement, et l'inverse, des populations qui sont proches géographiquement, mais
éloignés génétiquement. Et en fait, si on regarde, ce qui explique les différences génétiques entre les populations, c'est les familles linguistiques. En rouge, vous avez toutes les populations qui parlent des langues turques, et en bleu, toutes les populations qui parlent des langues indo-iraniennes. Pour regarder un peu plus dans le détail comment ça se passe, on a échantillonné des données linguistiques. Et pour ça, on s'est servi de la liste qu'utilisent tous les linguistes, qui est ce qu'on appelle la liste Swadesh. Les linguistes ont développé une liste de mots de référence, de 200 mots de référence, qui sont les mots qui sont censés le plus structurer la langue. Donc, par exemple, vous avez les mots utilisés pour décrire le corps humain, les mots pour compter, etc. Parce que je vous ai dit, il y a 6000 langues sur Terre, mais il n'y a pas de linguistes qui connaissent les 6000 langues. Donc, moins maintenant, parce qu'on découvre moins de langues nouvelles, mais il a fallu se doter au 19e et au 20e siècle d'outils pour arriver à approcher ces langues et les classer. Et donc l'idée, c'était d'avoir cette liste de références. Quand on arrive à un endroit où il y a une nouvelle langue, on utilise un traducteur, un interprète, pour enregistrer tous les mots de cette liste dans la nouvelle langue qu'on veut analyser. Et en comparant avec la même liste de mots dans toutes les langues qu'on connaît déjà, on arrive à dire cette langue-là, cette nouvelle langue-là, elle appartient à telle famille linguistique, telle sous-famille, etc. Donc en fait, c'est la liste des mots de référence utilisés en linguistique, ce qu'on appelle la liste Swadesh. Donc ça, c'est un exemple de données. Donc chaque colonne, c'est un mot. On en a 200 qui ont été, grâce à mon collègue linguiste, c'est lui qui a fait tout ce travail absolument extraordinaire, de coder en alphabet phonétique, parce que les linguistes ont un alphabet à eux, et donc chaque ligne, c'est un individu différent, d'un village différent. En utilisant ces données-là, on a pu calculer des distances linguistiques, et on a pu montrer qu'effectivement, en Asie centrale, on a une corrélation très forte entre les distances génétiques et linguistiques. On l'a tant au niveau global qu'à l'intérieur de chacune des grandes familles. Autrement dit, en Asie centrale, c'est la langue qui est plus importante que la géographie pour le choix des conjoints. Des individus vont plutôt épouser quelqu'un qui vit assez loin mais qui parle une langue proche que quelqu'un du village d'à côté mais qui parle une langue différente. Et en plus, on est en train de travailler du coup sur les rythmes d'évolution des langues qui suit l'évolution génétique. Donc, la langue, dans ce cas-là, ça fonctionne entre guillemets comme une barrière qui limite les échanges, c'est-à-dire quand quelqu'un parle une langue différente, on ne va pas se marier avec lui. Donc ça limite les flux génétiques entre les groupes de langues différentes. Et donc cette idée que la culture puisse jouer entre guillemets un rôle de barrière au flux de gènes, ça a été montré aussi avec d'autres traits culturels comme la religion. Le système des castes en Inde. Donc là, on voit la culture joue en fait sur le fait de créer des différences génétiques entre les populations. Un autre trait culturel assez surprenant, c'est ce qu'on appelle l'organisation sociale. Toute société humaine a des règles d'organisation sociale. On a l'affiliation, l'alliance et la résidence. Je ne vais pas vous faire un cours d'ethnologie de la parenté, mais pour ce qui nous intéresse là, pour le cas de l'Asie centrale, c'est la notion de filiation. En Asie centrale, on a des populations qui sont dites cognatiques et des populations qui sont dites patrilinéaires. Les populations cognatiques, c'est comme nous, c'est-à-dire les deux côtés de la famille, du côté de la mère et du père, ont autant de poids. Vous connaissez en général aussi bien vos grands-parents d'un côté paternel ou d'un côté maternel, sauf si malheureusement certains sont décédés. Mais a priori, on connaît aussi bien sa famille des deux côtés. Alors que dans les sociétés patrilinéaires, en fait, je dirais que l'essentiel est balancé d'un côté. Donc du côté, dans ce cas-là, patrilinéaire. Bien sûr, il existe aussi des sociétés matrilinéaires où là, c'est du côté des mères. Donc, qu'est-ce que c'est que des sociétés patrilinéaires, donc organisées en groupes de filiation? C'est qu'en fait, les individus sont regroupés dans des lignages. Ils disent qu'ils appartiennent à un même lignage. Les lignages sont regroupés dans des clans et les clans dans des tribus, un peu comme des poupées russes. Et à chaque étage,
ils disent qu'ils ont un ancêtre commun. Donc au niveau du lignage, les gens ils disent ben, nous on appartient au même lignage et on a un ancêtre commun d'ailleurs qui définit ce lignage. Plusieurs lignages appartiennent au même clan et ils disent nous on a un ancêtre commun qui définit notre clan, et pareil au niveau de la tribu. Et à tel point que par exemple dans un village au Kyrgyzstan où on était allé échantillonner, vous avez toute la généalogie par les hommes qui est inscrite sur tous les murs de la mairie. Vous savez pour chaque individu le lignage, le clan, il y a même des petites boîtes blanches pour ceux qui vont naître, et tout le monde connaît très bien le lignage, le clan de tout le monde, pour vous dire comme c'est important dans ces sociétés. Donc, on sait bien sûr, comme on est des généticiens, donc des biologistes, on s'est demandé si ces ancêtres communs existaient vraiment ou si c'était juste une histoire de tradition. Et on a pu montrer avec les données génétiques qu'effectivement, les ancêtres communs d'un lignage existent pour de vrai, c'est des vrais ancêtres biologiques, aussi au niveau du clan, mais pas au niveau de la tribu. Mais le fait de montrer que ces structures sociales de lignage et de clan, entre guillemets, ont aussi une réalité biologique, ça nous a permis de montrer aussi que ça avait un impact fort sur la diversité génétique de ces populations-là. Effectivement, donc, les lignages et les clans, on a un ancêtre commun biologique, et les tribus, c'est un mélange de clans qui n'ont pas d'origine commune. Et en fait, du coup, ça augmente l'apparentement entre les individus. Si on regarde une partie du génome qui est transmis par les pères, ça réduit toute la diversité génétique qu'on a à l'intérieur des populations et ça augmente les différences entre les populations. Là, schématiquement, vous avez en bleu toutes les populations patrilinéaires. Vous voyez, elles sont éclatées sur le graphique. Elles sont toutes très différentes les unes des autres. Et les populations qui ne sont pas patrilinéaires, donc qui sont cognatiques, en rouge, elles sont toutes ensemble, elles se ressemblent toutes génétiquement. Donc là, encore une fois, on a un trait culturel fort qui joue sur la diversité génétique des populations. Et le dernier trait culturel qu'on a pu mettre en évidence, mais je vais juste passer très rapidement dessus, c'est le fait que l'homme transmet son succès reproducteur. C'est-à-dire que quand on regarde des sociétés humaines, on trouve en général des familles qui ont beaucoup d'enfants, et ces enfants vont avoir à leur tour beaucoup d'enfants, et des familles où il y a peu d'enfants, et à leur tour, ces enfants vont avoir peu d'enfants. Et le fait d'être plutôt dans ce type de famille ou dans celui-là, c'est quelque chose d'éminemment qui est lié à la culture et à sa transmission. Ça peut s'expliquer par des traditions familiales. Vous avez des traditions de famille où les gens ont beaucoup d'enfants, etc. Mais surtout, ça va s'expliquer par des choses qui sont transmises. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sociétés, par exemple les nôtres, où le nombre d'enfants qu'on a dépend de la richesse. Les gens les plus riches ont plus d'enfants et les moins riches ont moins d'enfants qui se marient. Et cette richesse est transmise. Donc eux, à leur tour aussi, les enfants, ils vont avoir plus d'enfants parce qu'ils sont plus riches, et ceux qui sont moins riches, ils vont avoir moins d'enfants, etc. Donc on a finalement, du fait de cette transmission de la richesse, on transmet ce qu'on appelle notre succès reproducteur d'une génération à la suivante. Et ça, on a pu montrer que ça existait, il y a plein d'exemples, mais par exemple, chez les Amérindiens, par exemple, vous avez les hommes de fort statut social, ils ont un grand nombre de femmes, donc ils sont polygames, ils ont plus de descendants, et leurs fils, à leur tour, sont de haut statut social, donc ils sont polygames, donc ils ont plus de descendants. Chez les Maoris, c'est l'inverse, c'est chez les femmes. Les femmes de haut statut social, elles ont accès à plus de ressources, leurs enfants survivent mieux, donc ils se marient mieux, et à leur tour, les filles héritent du rang social de leur mère, et donc à leur tour, leurs enfants ont aussi une forte descendance. Et donc on a pu montrer que cette transmission du succès reproducteur, encore une fois, qui est quelque chose de fondamentalement culturel chez l'homme, quelque chose qui est transmis culturellement, et ben ça va augmenter les différences génétiques entre les populations, ça réduit la diversité génétique à l'intérieur des populations, ça participe au fait qu'on est différent d'une population à une autre. Donc c'est un autre moteur très fort de la diversité génétique de notre espèce. Ça crée des différences entre toutes les populations humaines.
Donc tout ça, c'est des exemples de traits culturels, donc qui jouent sur notre diversité biologique. Et il y a un dernier trait culturel, comme il me reste 5 minutes, je vais vous le montrer, qui est ce qu'on appelle l'évolution bioculturelle, qui a un nom très moche en français aussi, qui s'appelle la construction de niche. Bon, c'est pas terrible. En anglais, ça fait mieux, mais en français, c'est pas terrible. Et je vais vous le présenter par un autre exemple, donc une autre forme d'interaction de la culture avec notre évolution biologique en prenant le cas de l'alimentation. En fait, en prenant le cas de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on connaît sur notre histoire alimentaire? Donc il y a 100 ou 200 000 ans, toutes les populations humaines, on est tous chasseurs-cueilleurs et nomades. Voilà, on est tous à peu près, on a tous à peu près le même régime alimentaire. Et il y a 10 000 ans, l'homme, dans différents endroits du monde, fait ce qu'on appelle la révolution néolithique. Et donc, on commence à domestiquer les animaux, les plantes, etc. Et donc, à ce moment-là, on a plusieurs régimes alimentaires et plusieurs modes de vie qui émergent, qui sont assez différents les uns des autres. Il y a des gens qui restent chasseurs-cueilleurs, il y a des gens qui deviennent éleveurs nomades, et il y a des gens qui deviennent agriculteurs. Et nouveau changement de paradigme alimentaire et de nourriture après la révolution industrielle, et donc actuellement on a l'apparition aussi d'alimentation très industrialisée. Mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de cette partie-là, je vais juste parler de la partie néolithique. Alors donc le néolithique, donc l'émergence de l'agriculture, arrive à peu près aux mêmes périodes, pas tout à fait, mais à peu près aux mêmes périodes, de manière indépendante dans plusieurs endroits de la planète. C'est quelque chose d'absolument fascinant. Vous avez l'émergence de l'agriculture, donc nous on connaît bien celle du croissant fertile au Moyen-Orient, mais vous avez aussi l'émergence de l'agriculture en Chine avec le riz, vous avez l'émergence de l'agriculture en Amérique avec le début de la domestication du maïs. Et donc, au même moment, vous avez l'agriculture qui apparaît. Et donc, mes populations en Asie centrale, elles diffèrent pas seulement par leur langue, elles diffèrent aussi par leur régime alimentaire et leur mode de vie. Donc, vous avez les éleveurs qui, eux, ont peu de carbohydrates, d'amidon, qui vient essentiellement des céréales, et ils ont une alimentation avec beaucoup de protéines, beaucoup de viande et beaucoup de lait. Et vous avez les agriculteurs qui, eux, ont beaucoup plus de céréales et ont peu de protéines dans leur alimentation. Or, un des plus bels exemples de l'évolution bioculturelle, c'est celle qui est liée à l'alimentation au lait. Naturellement, chez tous les mammifères, on digère le lait, le lactose qu'il y a dans le lait, avec la lactase quand on est petit. Et ça s'arrête à 3-4 ans. D'accord ? Donc, chez tous les mammifères, en général, les adultes ne digèrent pas le lait. C'est-à-dire, ils n'ont plus de lactase qui fonctionne, ils ne peuvent pas digérer le lactose. Mais chez l'homme, de manière assez surprenante, on a des populations humaines où 100% des adultes digèrent le lait, 80-100% des adultes digèrent le lait. Et il a été montré dès les années 70 que les populations où les gens digèrent le lait, c'est les populations aussi qui se sont mis à ingérer du lait dans leur alimentation au néolithique. C'est-à-dire les populations qui se sont mis à domestiquer des animaux pour en boire le lait, ça a créé une pression de sélection qui fait que les individus qui arrivaient à digérer le lait étaient avantagés et que du coup, la mutation qui permet de digérer le lait s'est répandue au fil des générations dans la population. Et on dit que c'est de l'évolution bioculturelle parce que le fait de se mettre à domestiquer des animaux, ça c'est un choix culturel. Et donc ce choix culturel de se mettre à domestiquer des animaux et à ingérer du lait dans sa nourriture a entraîné une évolution biologique parce que finalement, dans ces populations-là, on a une fréquence très élevée de gens qui sont dits persistants au lactase, et qui ont une forme de lactase qui est persistante, donc qui peuvent, en étant adultes, digérer le lait. Et les généticiens ont pu montrer qu'effectivement, ça datait du néolithique. Donc, ça, je l'ai dit.
Et donc, en Asie centrale, on s'est dit, on va regarder, on a des éleveurs nomades et des agriculteurs. Donc, juste pour vous montrer rapidement comment on peut savoir si quelqu'un digère ou ne digère pas le lait, c'est-à-dire s'il a encore une lactase qui fonctionne, les individus arrivent à jeun, on mesure le niveau d'hydrogène dans la respiration, on mesure la glycémie, on leur donne 50 grammes de lactose, qui est l'équivalent de ce qu'on trouve dans 1 litre de lait. On mesure la glycémie. S'ils peuvent digérer le lait, ils ont transformé le lactose en glucose et galactose, ça fait un pic de glycémie. S'ils ne peuvent pas digérer le lait, ils n'ont pas ce pic de glycémie. S'ils ne digèrent pas le lait, par contre, ils ont de l'hydrogène. Si vous voulez, il y a des borborigmes, voilà, ça fait du gaz, on fait des gaz en termes de digestion. Et du coup, ça se retrouve dans la respiration où on trouve effectivement beaucoup d'hydrogène. Et en même temps, on fait des questionnaires déclaratifs. Est-ce que vous avez mal au ventre ou pas à 4 heures, 8 heures et 12 heures. Et donc, on a pu montrer qu'en Asie centrale, effectivement, les éleveurs nomades sont un peu plus tolérants au lactose que les agriculteurs, mais ce n'est pas très élevé. Dans le nord de l'Europe, on a 80 à 100% des individus qui sont tolérants au lactose. En France, environ 50%, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc là, chez les éleveurs nomades, on voit qu'en fait, il n'y a pas eu une pression de sélection très forte pour la mutation qui permet de digérer le lait. Et en fait, c'est une des preuves indirectes qui explique qu'en fait, les éleveurs nomades là-bas, ils ont toujours utilisé du lait, mais essentiellement du lait fermenté. Or, quand le lait est fermenté, c'est les bactéries qui ont permis la fermentation qui le digèrent. Vous n'avez pas besoin de la lactase pour le digérer. Et donc, ça explique pourquoi, bien que ce soit des populations qui utilisent beaucoup le lait, il n'y a pas eu d'avantage sélectif pour cette mutation qui permet d'être tolérant au lactose. Bon, alors il y a d'autres différences sur l'alimentation, sur les carbohydrates, etc. Mais donc, vous voyez, c'est un autre mécanisme, donc cette évolution bioculturelle, qui est un autre mécanisme par lequel la culture, en fait, laisse des traces dans notre génome. Donc, dans ce cas-là, avec la lactase persistenti dans les populations du nord de l'Europe, c'est le fait de s'être mis culturellement à domestiquer les animaux et à boire du lait frais qui a entraîné ces changements biologiques et génétiques dont on voit encore les traces à l'heure actuelle dans l'ADN. Donc, je vous remercie de votre attention. Je remercie tous les gens qui ont participé à ces études, parce que vous doutez bien que la recherche, ça ne se fait jamais tout seul. Je remercie les bailleurs de fonds, en bas à droite, il faut toujours. Et je vous rappelle, bien sûr, que le Musée de l'Homme ouvre en octobre 2015, et vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup, Evelyne Heyer. Je vais faire circuler un micro. Si vous avez des questions, je vous demande de lever la main et j'en vois une déjà. Est-ce que vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît ? Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez revenir sur la diapo qui a permis de trancher entre le métissage et la structure du génome ancestral pour bien comprendre? Alors, en fait, c'est que donc ils ont analysé un Homo sapiens ancien de 45 000 ans et ils ont regardé dedans les bouts de génome qui étaient de Néandertal. Et si le mélange a été récent, alors on s'attend à trouver des grands morceaux de génome. Et là, vous voyez, en jaune, ce qu'on voit, pardon, ça ne sert à rien si je vous montre là, ça. Voilà, donc là on voit qu'il y a en fait des grands morceaux d'ADN qui sont d'origine néandertalienne. Et donc ça n'est possible que si le mélange entre Néandertal et cet homme de 45 000 ans est récent. Parce que quand un mélange est ancien, on ne peut pas garder des grands bouts d'ADN issus du mélange. Les bouts d'ADN se fragmentent. D'ailleurs, les autres lignes, c'est des individus qui vivent à l'heure actuelle. Donc là, par exemple, vous avez des Français, et chaque petit trait, là, est un petit bout d'ADN de Néandertal. Et vous voyez, c'est jamais des longs morceaux d'ADN de Néandertal. C'est des petits bouts à différents endroits du génome. Si l'hypothèse de population structurée était la bonne, on aurait dû retrouver ça, cette souris,
on aurait dû retrouver ces petits bouts aussi dans le génome de cet individu de 45 000 ans, parce que ce serait quelque chose qui serait ancien. Et le fait qu'on trouve ces grands bouts d'ADN, comme ça veut dire que c'est récent. Donc c'est vraiment dans l'hypothèse du mélange. Et d'ailleurs, ça leur a permis de situer un peu plus précisément le mélange aux alentours de 50-60 000 ans. Merci. Ouais. Il y a toujours eu un problème sur l'origine des Basques. Et en particulier, on a eu du mal à rattacher la langue basque à des groupes linguistiques existants actuellement dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous apporter des lumières sur éventuellement les origines génétiques du peuple basque ? Alors, quand on regarde les populations basques par rapport à la diversité génétique mondiale, ils sont clairement européens. Ils tombent complètement dans l'Europe. Quand on regarde les populations européennes, c'est-à-dire on zoome sur les populations européennes, il y a 2-3 populations européennes qui sont un petit peu à part. Il y a les Basques, les Sardes et les Saamis, les Lapons, qui sont 3 populations qui sont plus loin que ce qu'on attendrait du fait de la géographie. C'est-à-dire du fait de la géographie, les Basques, ils devraient être carrément au milieu des Espagnols, à peu près comme diversité génétique. Et effectivement, ils sont un petit peu plus différents. Et donc, l'hypothèse, c'est qu'effectivement, il y a eu une barrière génétique qui est liée certainement à la langue. Et donc, la langue basque, tous les linguistes ont l'air de s'accorder sur l'idée que c'est une langue plus ancienne. C'est-à-dire, quand on a l'émergence de l'agriculture au Moyen-Orient, on a les gens qui font l'agriculture qui envahissent complètement l'Europe et qui amènent avec eux aussi la langue indo-européenne. Mais il y a des endroits en Europe où finalement ils s'arrêtent un peu avant, où ils se mélangent moins. C'est le cas des pays basques. Donc en fait, ils n'auraient pas eu un remplacement linguistique au moment du néolithique et il y aurait eu une barrière un petit peu au flux de gènes. Mais quand même, génétiquement, ils sont typiquement européens, mais un tout petit peu différents. Il s'est posé exactement la même question pour la population kabyle, de la même que la population basque. Tout à fait. Il y a des études qui ont été faites donc au Moyen-Orient. Là, c'est plutôt, on a un remplacement linguistique et de population qui date au moment des invasions musulmanes. Et encore une fois, on a des populations qui sont moins touchées par ces remplacements, par ces invasions, et qui donc retiennent un peu de la diversité qu'il y avait avant l'invasion, et qui aussi maintiennent une barrière culturelle avec, entre guillemets, les envahisseurs, et du coup maintiennent des différences et des spécificités génétiques. Mais encore une fois, dans le panorama global mondial, ils tombent clairement en Afrique du Nord. Excusez-moi, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose aussi par rapport à la Hongrie et la Finlande? Parce qu'il me semble savoir que le finnois, le hongrois et l'estonien, me semble-t-il, ne sont pas des langues indo-européennes. Oui, il y a aussi la même chose effectivement, sur ces langues-là qui ne tombent pas dans le grand groupe des langues indo-européennes. Par contre, de mémoire, pour la Hongrie, génétiquement, on ne voit pas de différence. Donc dans ce cas-là, la langue n'a pas fait finalement barrière au flux de gènes. Alors qu'il y a plus de différences génétiques pour l'Estonie et pour la Finlande? Oui. Par contre, pour les Samis, en plus les Samis, ce qui joue, c'est que c'est la seule groupe de population en Europe qui est resté chasseur-cueilleur, qui n'a pas fait la transition néolithique. Donc en plus, sur place, l'évolution génétique est légèrement différente quand on est éleveur nomade que quand on est agriculteur. En général, les populations d'agriculteurs sont des populations de grande taille, donc les évolutions génétiques n'ont pas le même rythme que dans les populations de petite taille, comme les chasseurs-cueilleurs. Donc en plus, il y a eu ça qui s'est mélangé, ce qui n'est pas le cas pour les Basques qui sont passés au néolithique comme tout le monde en Europe, quoi. Enfin, l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. On parle beaucoup de la paléonutrition récemment. Donc c'est un mode d'alimentation un peu chasseur-cueilleur qui se rapproche du paléolithique. Par rapport au génome, parce que leur argument principal est que le génome humain n'a pas été modifié depuis ce temps-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je pense que si vous êtes pygmée d'Afrique centrale, c'est pertinent. Mais si vous n'êtes pas pygmée d'Afrique centrale, non. Le génome on voit énormément de modifications génétiques liées au changement alimentaire au moment du néolithique.
Donc en fait, on voit des adaptations. Bon, il y a la lactase, je vous ai présenté parce que c'est l'exemple le plus clair. Les gènes d'adaptation au diabète. Et d'ailleurs, toutes les populations qui ont fait la transition néolithique ont beaucoup moins de diabète que les populations qui n'ont pas fait la transition néolithique. Ça a été mesuré en Amérique du Nord, où ils ont comparé des Amérindiens qui, eux, étaient plutôt traditionnellement chasseurs-cueilleurs, avec des gens d'origine européenne, donc qui ont fait la transition néolithique du croissant fertile. Et pour le même niveau de nourriture, le diabète, c'est, je ne sais plus, 2 à 4 fois plus élevé chez les populations amérindiennes que chez les populations européennes qui ont fait la transition néolithique. Donc en fait, depuis 10 000 ans, on s'est adapté à une nourriture riche en céréales. Donc on s'est adapté à ce type d'alimentation. On n'est plus, en tous les cas en Europe, adapté à une alimentation de type paléolithique. On a pas mal de gènes qui montrent des signes d'adaptation. Donc le régime paléolithique, c'est une bêtise d'un point de vue évolutif dans nos populations européennes. Voilà. Est-ce que vous avez fait aussi le parallèle avec l'évolution des mythes, la répartition des mythes? Non, je n'ai pas fait. Mais ce serait certainement intéressant à faire. Il faudrait arriver à faire une typologie des mythes et de regarder un peu comment... Parce que je sais que ça se fait, il y a des personnes spécialisées là-dedans, je n'ai pas en tête les noms. Mais je ne connais pas d'études où ils aient mis en parallèle les diversités génétiques et les diversités des mythes. Par contre, effectivement, il y a plein de gens qui travaillent sur les mythes et c'est une littérature foisonnante et passionnante. Ouais. Mais nous, on n'a pas travaillé du tout là-dessus. Et sinon, les paléontologues, ils sont plus sceptiques ils redeviennent un peu plus sceptiques sur la sortie de l'homme en Afrique. La sortie d'Afrique, il y a environ 100 000 ans, entre 70 et 100 000 ans. Maintenant, ça fait 15 ans que c'est démontré. Il y a des centaines d'études qui le démontrent. Moi, je veux bien qu'on soit sceptique sur le mélange entre l'homme moderne et Néandertal. Ça fait que 10 ans que c'est sorti. Il y a seulement une dizaine d'études. Bon, quand il y en aura une centaine, voilà, ce sera plus robuste comme résultat scientifique. La science, elle se fait par construction comme ça. Mais sur la sortie d'Afrique il y a 100 000 ans, là, à mon avis, c'est non réfutable. Parce que j'ai vu dans Futura, aujourd'hui ou hier, il y a un anthropologue, pas un anthropologue, une paléontologue qui parle de ça. Et elle dit que les hypothèses comme quoi ça aurait pu apparaître aussi en Asie, à plusieurs endroits, revient en force. Ah, pas du tout. Non, par contre, l'hypothèse... C'était dans Futura ce matin ou hier. L'hypothèse que quand on est sorti d'Afrique, il y a eu un remplacement total, maintenant c'est ça qui est remis en cause. L'hypothèse d'origine africaine dans les années 90, elle supposait un remplacement complet des sorties d'avant en Europe et en Asie. Et là, on voit bien que visiblement, quand l'homme moderne arrive en Europe, il y a eu du mélange avec l'homme de Néandertal. Donc je dirais que c'est moins radical que ce qui était proposé dans les années 90. Et à mon avis, ça doit être ça qu'ils veulent dire dans l'article, parce qu'effectivement, il y a des gens qui disent, du coup, est-ce qu'il faut dire un modèle de sortie d'Afrique atténué parce qu'on a eu des mélanges avec l'homme de Néandertal. Donc je pense que c'est dans ce sens-là. Mais le fait que pour l'essentiel de notre génome, tout montre que vraiment on sort d'Afrique il y a environ 100 000 ou 70 000 ans. Donc ça c'est pas... Mais je regarderai l'article avec intérêt. C'est une vidéo en fait. Je vais regarder sur leur site. Et je pourrais vous en dire plus après, mais là, ça sera un peu compliqué, quoi. Moi, j'en sais rien. Bonjour. Une première chose que j'aimerais dire, c'est d'encourager les femmes de l'assistance à s'exprimer, puisque pour le moment, il y a eu une majorité d'hommes. Donc, juste une remarque. Et maintenant, ma question. J'aimerais savoir si, vu les connaissances actuelles sur le génome humain, en fonction des groupes, etc., et de l'existence de certains traits culturels actuels, on peut non pas plus parler du passé, mais présager de futurs traits génétiques qui apparaîtraient à l'avenir en fonction justement de ces spécificités culturelles que vous avez évoquées. Alors, on ne peut jamais dire quel trait va apparaître. Par exemple, la mutation qui permet de digérer le lait, elle existait avant dans les populations. Elle était apparue avant, par hasard,
On ne sait pas exactement quand, mais on pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Elle était apparue par hasard, mais elle servait à rien. Donc dans ce cas-là, les mutations, elles restent à faible fréquence. C'est au moment où elle sert à quelque chose qu'elle commence à augmenter en fréquence. Elle n'est pas apparue parce qu'on s'est mis à boire du lait. Hein, donc déjà, parce qu'en fait, on n'a pas de lien de cause à effet entre l'environnement qu'on crée et les mutations qui apparaissent. Par contre, on a un lien de cause à effet entre l'environnement qu'on crée et les mutations qu'on sélectionne ou pas. Et donc, on voit à l'heure actuelle, effectivement, des évolutions qui ont lieu. Alors, le problème, c'est qu'en général, par exemple, pour la lactase, ça prend 10 000 ans. Donc, ça prend du temps pour voir exactement ce qui se passe. Mais à une échelle de temps plus courte, il a été montré, par exemple, au Danemark, il y a un problème de sous-fertilité au Danemark. 30% des hommes sont sous-fertiles. Et il y a effectivement des variants du chromosome Y, donc des variants d'une partie du génome, qui sont plus sensibles, qui sont plus souvent sous-fertiles que d'autres. Et donc, on voit bien qu'il y a à l'inverse des variants qui visiblement n'ont pas de problème de sous-fertilité. Et donc, on voit bien qu'il y a des variants qui vont, entre guillemets, envahir dans quelques générations. Donc oui, on voit bien encore l'action en cours et avoir lieu. Et là, pour la sous-fertilité et ces variants, on pense que c'est lié à des facteurs environnementaux. On ne sait pas exactement quels facteurs, mais c'est des choses liées à ce qu'on met comme pesticides dans l'agriculture, etc. Donc on ne sait pas lesquels. Donc oui, par cette évolution bioculturelle, on change notre environnement et du coup on crée des nouvelles pressions de sélection. Mais c'est difficile de les voir en action. Mais elles existent. On les verra dans 10 000 ans. Oui, ça marche. Oui, bonsoir madame. Oui, on peut se poser la question pourquoi l'homme a perdu sa couleur. Vous avez donné une hypothèse qui est peut-être vérifiée, je ne sais pas, que c'est grâce à la fabrication de vitamine D. Mais pourtant, vous avez des nombreux cas parmi les animaux qui perdent. Par exemple, des animaux qui sont, je ne sais pas si cavernicoles, je ne sais pas si le terme est réel, mais qui vivent et qui deviennent complètement blancs. De la même façon, je ne sais pas, la taupe, elle perd sa vision. C'est pas une sélection. Pourtant, c'est une sélection négative que je ne comprends pas. Le cas de la taupe, par exemple, pourquoi perd-elle elle n'en a plus besoin. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'elle perd ce truc dont on n'a plus besoin? Est-ce qu'il y a une explication qui pourrait être d'ailleurs l'explication que l'homme venant dans le Nord n'avait plus besoin d'être autant protégé par du soleil? Alors, oui, je vois ce que vous voulez dire. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment eu une adaptation à un moindre ensoleillement et que ce n'est pas une perte de fonction comme par exemple pour la taupe, bien que je ne connaisse pas bien le cas de la taupe, mais chez l'homme, je connais bien. Et donc, on le sait parce qu'en fait, c'est des variants génétiques qui permettent de coder pour une couleur de peau plus claire, c'est-à-dire moins de mélanine dans la peau, qui ont été sélectionnés positivement. Donc, on a pu mesurer qu'il y a eu de la sélection naturelle positive sur des variants qui permettaient d'être de couleur de peau plus claire. Et d'ailleurs, ça a été sélectionné en Europe et en Asie, et ce n'est pas les mêmes variants qui ont été sélectionnés. Il y a des gènes impliqués dans la couleur de peau plus claire en Europe, ce n'est pas les mêmes gènes que ceux impliqués dans la couleur de peau plus claire en Asie, mais on voit que c'est de la sélection naturelle positive sur ces gènes-là. Enfin, on dit positive dans notre jargon. Et qui s'expliquerait par le problème de la vitamine D, par exemple. C'est ça. Mais c'est une hypothèse, peut-être. C'est une hypothèse, mais il y a beaucoup de médecins qui ont l'air de dire que c'est ça. Mais vous avez raison, c'est une hypothèse. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air de penser que c'est cette hypothèse-là qui est la bonne. Bon. On a bien fait de manger de l'huile de foie de morue. Chez l'homme, on ne peut pas trop faire d'expérimentation, quoi. Alors, non, mais c'est vrai, c'est le problème des sciences de l'homme. Mais il y a des expérimentations naturelles. Donc, par exemple, les populations d'origine, les populations d'Angleterre qui sont allées s'installer en Australie, donc dans les pays tropicaux, ils ont une prévalence de cancer de la peau phénoménale. Là, donc, on voit bien que la couleur de peau
plus clair et une maladaptation quand on est dans les pays tropicaux. À l'inverse, les individus de couleur de peau sombre qui vivent dans nos cultures, c'est très débattu, mais il y a quand même beaucoup de médecins qui disent qu'ils ont des carences en vitamine D. Ah, d'accord. Mais c'est très débattu encore, mais il y a quand même beaucoup de médecins qui montrent qu'effectivement, il y a des adultes, bon, bien sûr les enfants, mais il y a aussi des adultes qu'il faudrait suppléer en vitamine D et les individus notamment de couleur de peau plus foncée. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi est-ce que plusieurs fois vous avez parlé d'ADN poubelle, parce que nous en cours on a vu que cette théorie c'était plus correct et c'est un peu comme pour ce qui se passait pour le cerveau. Avant on pensait que seulement 10% était utilisé et on a vu que maintenant c'est faux, mais je voulais savoir pourquoi vous avez... En fait, j'ai parlé d'ADN poubelle parce que le terme anglais, c'est junk DNA, qui ne veut pas dire poubelle, et qui a été malencontreusement traduit dans les années 80 par ADN poubelle en France. En fait, junk DNA, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on met, par exemple, quand on a une cave ou un garage, on le met dans un coin en sachant que ça pourra peut-être servir un jour, mais on ne sait pas bien à quoi. Et il se trouve que malheureusement, en français, la traduction de junk DNA, c'est ADN poubelle. Mais vous avez entièrement raison. Tous les travaux montrent qu'en fait, c'est 98% de l'ADN qui effectivement ne sont pas codés en protéines, ont une utilité, et il y a plein de gens qui justement travaillent à essayer de découvrir cette utilité. À tel point que par exemple, quand on compare l'homme moderne et Néandertal, et on cherche des bouts du génome qui seraient spécifiques à Néandertal et qu'on ne retrouve pas chez l'homme moderne, etc., des bouts du génome spécifiques, il y en a plein qui tombent dans cet ADN, entre guillemets poubelle. Donc c'est vous qui avez tout à fait raison, mais en français, on n'a pas encore d'autres termes que celui-là, qui traduit mal d'ailleurs l'idée du départ de junk DNA. Il faudrait peut-être dire, je ne sais pas, ADN rebut, en sous-entendant qu'on puisse s'en resservir. Enfin, je ne sais pas, ou ADN mis de côté, ou je ne sais pas. Hein? Ouais. D'accord, merci beaucoup. Mais vous avez raison et merci de me permettre de préciser ce point-là. Oui, bonjour, merci de votre exposé. Ma question est apparue quand j'ai re-regardé cette diapo ici, là, où en bas de la flèche, donc c'est aujourd'hui, et nous savons que nous sommes 7 milliards d'individus. À 100 000 ans, je ne sais pas quelle était la taille de l'humanité. Est-ce que donc le facteur alimentaire, culturel, linguistique, donc a joué sur la différenciation entre les populations génétiques? Et je voulais savoir s'il y avait aussi des études par rapport aux facteurs démographiques qui auraient pu jouer aussi sur cette filiation génétique entre les groupes qui ont migré. Tout à fait. On analyse aussi la démographie, mais c'est beaucoup plus théorique et beaucoup plus compliqué. Et effectivement, dans les données génétiques, c'est intéressant parce qu'on peut retracer l'histoire démographique d'une population. Donc on peut voir si une population a fait une croissance démographique ou pas dans le passé, et on peut dater à quel moment cette population a fait sa croissance démographique. Et par exemple, on a pu montrer que les populations de chasseurs-cueilleurs, ils n'ont pas fait de croissance démographique, que les populations qui font la transition néolithique, en fait, c'est assez intéressant, elles font une croissance démographique avant de faire la révolution néolithique. C'est comme si vous aviez des populations qui étaient déjà en croissance démographique, parce que, je ne sais pas, ils se débrouillaient mieux, ils étaient dans un meilleur environnement, et au bout d'un moment, ça déclenche une transition néolithique, donc un changement de rapport à la nature avec une domestication, et après, à nouveau, comme on a une alimentation, une meilleure alimentation, ça à nouveau fait exploser démographiquement ces populations-là. Donc, en fait, vous avez raison, nos changements culturels sont aussi liés à la démographie. Et puis, après, une fois qu'on a fait un changement culturel, ça change la démographie aussi. Et ça aussi, ça laisse des signatures différentes dans la diversité génétique des populations, qui sont très différentes si elles ont fait ou pas ces croissances démographiques. Donc oui, c'est aussi un élément important dans la diversité de notre espèce. Enfin, dans les différences de diversité selon les populations. Vu que l'humain il est en coévolution avec les pathogènes,
Est-ce qu'on voit dans notre histoire les épidémies qu'il y a eu, tout ça? Ouais. On voit des gènes impliqués dans des résistances aux épidémies. Et en fait, il y a beaucoup d'épidémies qui apparaissent au moment de cette fameuse transition néolithique pour deux raisons. Un plus fort contact avec les animaux domestiques, donc des échanges de pathogènes, et surtout une sédentarité plus forte, donc une plus forte densité de population. Si vous voulez, en grosso modo, que la rougeole elle soit contente, il vaut mieux être un groupe humain assez dense, où il y a beaucoup de gens, parce que sinon, vous avez la rougeole s'atténue et elle disparaît. Donc on voit des signatures génétiques de résistance, effectivement, à ces nouveaux pathogènes. Et par exemple, quand il y a eu l'épidémie de sida, on s'est rendu compte qu'il y avait des individus qui étaient naturellement résistants au sida et que le gène impliqué, qui s'appelle CCR5, bon, il n'a pas un très beau nom, c'est un gène qui avait déjà été sélectionné avant dans des épidémies, non pas de sida, mais de choléra. Et donc, il y avait eu des épidémies de choléra qui avaient sélectionné des variants génétiques qui permettaient de résister au choléra. Et il se trouve que par hasard, des variants de ce gène-là permettaient aussi de résister au sida. Donc, on a une histoire effectivement très imbriquée avec l'histoire des pathogènes. Oui. Compte tenu... il me semble qu'à notre époque, les migrations de population sont beaucoup plus grandes qu'avant et qu'elles se font sur des distances beaucoup plus grandes et sur des masses d'hommes, de femmes et d'hommes beaucoup plus grandes. J'ai l'impression que les études, par exemple, que vous avez faites en Asie centrale, ça, vont être de plus en plus difficiles à faire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous y avez déjà pensé et à quelle date vous êtes un peu capable de chiffrer, de dire, mettons, dans 50 ou 100 ans, il y aura un tel brassage de population qu'on ne pourra plus tellement faire ce genre d'études? Alors, effectivement, c'est une question intéressante. Et du coup, je m'étais amusée d'aller voir les statistiques mondiales qu'on a sur... bon, c'est des statistiques de l'ONU, donc c'est quand même à une échelle assez globale. Et en fait, les statistiques montrent que 97% des individus sur Terre meurent là où ils sont nés. Donc effectivement, on bouge, mais c'est quand même quelque chose de pas aussi intense que l'impression qu'on peut en avoir quand on vit à Paris dans un milieu urbain. Quand on va dès qu'on va dans des endroits un peu plus éloignés, c'est assez fascinant le nombre de gens qui ne bougent pas, qui n'ont jamais bougé, et dont les parents n'ont jamais bougé, et dont les grands-parents ont jamais bougé. Donc ça, donc il y a ça d'une part, c'est-à-dire qu'on a une vision de la migration des gens qui est en partie biaisée parce que nous on vit dans une métropole. Néanmoins, vous avez raison, les gens bougent plus quand même et bougent sur des distances beaucoup plus grandes. Alors là, il se passe on voit des choses très très contrastées. Il y a des cas où, quand vous avez des populations migrantes qui arrivent à un endroit, elles se mélangent. Et là, effectivement, vous avez un brassage génétique. Et finalement, effectivement, vous voyez plus trop de différence entre les populations. Mais il y a des cas où, visiblement, on a l'impression que c'est l'inverse. Ça a été étudié, par exemple, sur les communautés, par exemple, pakistanaises en Inde, les communautés turques en Allemagne, qui sont finalement encore plus refermées sur elles-mêmes, endogames, que les populations d'origine. Donc en fait, c'est un sujet d'étude qui émerge et qui est effectivement passionnant. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va tous se mélanger dans tous les sens? Est-ce qu'il va y avoir des différences? Lesquelles? Pourquoi? C'est un sujet d'étude à venir qui, en tant que tel, est fascinant. Dans nos sociétés occidentales, prenons l'exemple de la France, avant les gens se déplaçaient beaucoup moins, maintenant les gens se déplacent beaucoup plus, donc je crois que ça dépend beaucoup du niveau de civilisation atteint, sans jugement de dire que telle civilisation est meilleure ou pas que telle autre. Je crois que ça dépend beaucoup des types de sociétés, mais je crois que dans nos sociétés occidentales, effectivement, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents se mariaient pratiquement
à 20 km les uns des autres. Ouais. Mais maintenant, ça change totalement. Tout à fait. Il y a eu déjà la révolution vélo, après ça, il y a eu la révolution chemin de fer, et maintenant, on a... Et c'est pour ça que j'étais assez surprise quand j'ai vu l'étude génétique qui montrait, alors pas à l'échelle locale, mais en tous les cas à l'échelle européenne, qu'on voyait encore des différences génétiques entre les populations européennes. Moi, j'aurais plutôt parié, un peu dans le sens de ce que vous évoquez, qu'a priori, on trouve pas suffisamment de différences pour revoir comme ça la géographie européenne. Mais vous avez raison, mais ça, c'est quand même à une échelle locale. Hein. On n'est pas encore à un moment où on va facilement se marier entre quelqu'un d'Australie et enfin, je veux dire, un aborigène d'Australie et un Danois ou un Français. Il faudra quand même un peu de temps pour ça. Donc pour que ça s'uniformise sur l'ensemble de la planète. Mais c'est vrai que la diversité génétique, s'il y a beaucoup de mélanges, elle va forcément se répartir différemment. Oui. Je m'excuse d'avance pour la question un peu généraliste, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de discuter avec un créationniste, vous, en tant que biologiste et évolutionniste? Je pose la question parce que quand même dans nos écoles, aujourd'hui, le darwinisme est réfuté parfois. Et bon, dans quel sens vous pourriez argumenter ou refuser la discussion? Non, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, l'éducation nationale avait monté un débat et développement d'outils pédagogiques pour les enseignants il y a 2-3 ans à ce sujet. Je faisais partie de ceux qui avaient intervenu, mais moi j'ai pas ce type de contact, parce que finalement moi mes étudiants c'est plutôt des universitaires, donc j'ai moins ce problème-là. Mais néanmoins les professeurs de SVT, ils ont effectivement un ensemble d'exemples qui sont assez clairs et qui montrent bien qu'il y a eu de l'évolution. Mais le pire, c'est pas tant le créationnisme que ce qu'on appelle l'intelligent design, qui ne nie pas l'idée d'évolution, mais qui dit que l'évolution va dans un sens. Vous savez, un peu à la Teilhard de Chardin. Donc il ne nie pas les processus évolutifs, mais il nie le fait que l'évolution n'a pas de sens. Et que pour eux, en fait, l'évolution va vers le sens de l'homme au-dessus de tout le reste, etc. Et là, en termes d'arguments, c'est plus difficile à défendre. Mais moi, personnellement, j'ai pas été confrontée à ça. Mais je sais qu'il y a des collègues qui réfléchissent beaucoup à ça, oui. Bonjour, je me suis demandé pendant tout ce temps comment, lorsque vous faites des études en Europe, enfin par exemple même vous prenez des gens en France, en Suisse, vous les comparez, comment vous vous procurez tous les échantillons de sang? Vous ne faites pas des appels à la population? Où est-ce que vous les avez? Moi, j'ai pas fait d'études en France, mais sinon, c'est pas très difficile. Oui. Soit vous mettez des annonces dans les journaux en demandant à des volontaires s'ils veulent venir, soit il y avait des études qui avaient été faites il y a une dizaine d'années où, en fait, les gens allaient avec les camions de la Croix-Rouge qui demandaient où les gens viennent donner leur sang, et ils expliquaient leur étude et ils demandaient aux gens s'ils étaient d'accord pour en donner un peu plus pour cette étude, oui ou non. Et donc, si les gens étaient d'accord, ok. Puis s'ils n'étaient pas d'accord, non. Donc, en fait, attendez, quand on prend du sang sur quelqu'un, il faut un consentement éclairé signé, il faut des accords des comités d'éthique, etc. Il y a toute c'est très, très encadré, en fait, pour arriver à monter des études de génétique. Heureusement, d'ailleurs. Oui, qu'on peut pas, voilà. Non, mais en général, de toute façon, je vous dis franchement, on peut pas prendre de l'ADN à quelqu'un sans son consentement. C'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, il faut que les gens soient d'accord pour donner leur sang, quoi. Donc, mais c'est très encadré. Oui, vous avez parlé de l'Australie. Oui. Il faut savoir qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, ils ont le trou d'ozone au-dessus de la tête. Et alors, il y a des mélanomes énormes, surtout chez les Blancs, oui. Et c'est réglementé, même pour sortir au soleil, ils n'ont pas le droit de... Ouais, c'est impressionnant. Hein. Oui. Non, mais en plus, effectivement, les populations blanches d'origine européenne, elles ne sont pas du tout adaptées à cet ensoleillement. Et en plus, avec le trou d'ozone, c'est catastrophique. Et alors, Concorde,
heureusement qu'on n'en parle plus, parce que lui, il cuisait carrément la couche d'ozone. Hein. Attendez, il y a un monsieur là. Merci. Les chasseurs-cueilleurs, il y a des études qui disent que les chasseurs-cueilleurs vivaient plus longtemps que ceux qui ont créé, que ceux qui ont vécu dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de gens qui ont vécu, mais moins longtemps. Et apparemment qu'ils étaient plus grands. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est encore un mythe Non, c'est vrai. Dans les populations où on a à la fois, dans les endroits du monde, où on a à la fois des restes squelettiques d'avant le néolithique et des restes squelettiques du début du néolithique, où on suppose que c'est la même population, on voit effectivement une baisse de stature. Les néolithiques sont plus petits que les paléolithiques. À l'heure actuelle, on récupère la taille que les gens avaient au paléolithique. Il y a eu une diminution de la taille au moment du néolithique, une diminution très forte aussi au moment du Moyen-Âge. Et là, avec à nouveau des bons états de santé, on retrouve effectivement une taille, une stature qui est aussi élevée que celle qu'il y avait au paléolithique. Le néolithique, c'est le moment où on voit apparaître toutes les maladies. On le voit dans les squelettes. On voit des squelettes abîmés avec toutes sortes de maladies. On voit les caries arriver, on voit des os en moins bon état, etc. C'est assez mystérieux cette révolution néolithique, parce que quand vous êtes paléolithique à cette époque-là, en 2-3 heures, vous avez ramassé de quoi manger. Et vous voyez quelqu'un qui arrive, qui est agriculteur, qui est derrière son truc toute la journée, et il y a quand même, voilà. Et c'est quand même les néolithiques qui ont gagné, parce qu'en fait, l'hypothèse, c'est que avec les carbohydrates issus de l'agriculture, les femmes, après la naissance d'un enfant, récupéraient beaucoup plus vite un état de santé qui leur permettait à nouveau d'avoir un enfant, d'une part, et d'autre part qu'en général, les populations qui sont traditionnellement chasseurs-cueilleurs ou nomades, plus nomades, ils ont un espacement entre les naissances qui est plus grand. Donc finalement, en termes de compétition démographique, les néolithiques ont gagné sur entre guillemets, les chasseurs-cueilleurs, alors que, en termes d'état de santé, il valait mieux être chasseur-cueilleur. Donc c'est vrai ça, la dégradation de l'état de santé à l'arrivée de l'agriculture. Bonjour, moi je voulais vous demander si la génétique nous dit quelque chose sur le pourquoi de la sortie de l'Afrique à 2 reprises. Même 3, même 4. Oui. Oui, il y a plusieurs reprises. Oui. Est-ce qu'on trouve des traces de la raison de la sortie, c'est-à-dire par exemple dans quelque chose qui se serait mal passé en Afrique et qui aurait poussé ces populations à entreprendre cette pérégrination qui était quand même très importante et très risquée en fait. Alors j'ai entendu parler du fait qu'ils avaient peut-être suivi des proies potentielles qui elles-mêmes avaient migré. Est-ce qu'on a des indications de ça Non, il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a même eu une hypothèse sur la sortie de Sapiens d'Afrique d'une... je crois que c'est une éruption volcanique qui aurait fait un petit hiver glaciaire, enfin un truc comme ça. Mais je ne crois pas vraiment à ça. En fait, on a très très peu d'éléments. Il y a eu plusieurs sorties d'Afrique. On en sait au moins 3-4, mais il y en a peut-être eu plus. Et je trouve ça assez fascinant. Moi, je pense que c'est la curiosité, tout simplement. Je pense qu'on a toujours été un animal curieux, voilà. Parce que en Afrique, au moment où les humains sortent d'Afrique, ça va très bien en Afrique. Je veux dire, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut. Les densités de population à ce moment-là sont assez faibles. On estime que la population humaine, c'est quelques dizaines de milliers d'individus. Donc ça va, il y a de la place, il y a de quoi manger. Donc on n'a pas vraiment d'explication, je veux dire, déterministe, quoi. Voilà, c'est peut-être le hasard, la curiosité, l'envie d'aller voir toujours derrière la colline plus loin, je ne sais pas. Mais on n'a pas d'explication... Oui, déterministe, il n'y en a pas d'explication déterministe. Alors, on va prendre une dernière question ici. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Excusez-moi, je ne peux pas parler très fort. J'ai vu sur la carte linguistique que vous aviez projetée en premier lieu la répartition des langues, et j'ai été un petit peu déçu parce que la langue berbère qui part des îles Canaries jusqu'à la frontière libyenne n'est pas du tout mentionnée. Tout est bleu,
comme si cette uniformité exprimait surtout la politique actuelle de discrimination. Ah, écoutez, franchement, là, moi, j'ai pris la carte qui est la plus classiquement utilisée. Mais alors, franchement, les cartes linguistiques, effectivement, vous avez entièrement raison, il y a énormément de débats. Il y a des débats sur quelles sous-familles on peut regrouper, et dans une famille, combien de sous-familles on peut faire, et lesquelles, etc. Donc là, vous avez raison, mais je ne mettrai pas mon tampon sur cette carte-là. Hein. C'est la carte la plus couramment utilisée, c'est la classification dite de Greenberg, mais voilà. Ok. Concernant les langues, je travaille depuis une dizaine d'années sur quelques langues, notamment la langue berbère. Mais je voudrais savoir exactement en ce qui concerne la répartition génétique de cette population, en ce qui concerne les îles Canaries. Je n'ai pratiquement pas de renseignements concernant justement la diversité génétique de ces îles, qui est presque identique à celle de l'Afrique du Nord. Alors, je connais des équipes qui travaillent là-dessus, donc si vous voulez, je pourrais vous donner des noms d'équipes qui ont produit des travaux de recherche effectivement sur les zones berbères et les îles Canaries. Personnellement, je ne me souviens pas dans le détail de leurs derniers résultats. Il y a des équipes qui travaillent dessus, vous avez raison. Je vous en serais très gré et je serais très heureux de vous communiquer ma trouvaille dans une dizaine d'années peut-être, ou 8 ans, je ne sais pas. Dans 10 ans, oui. Merci. De rien. Merci beaucoup, Elinéa.